que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo que j'ai la joie de vous présenter autour de l'astrologie. L'astrologie, arriver à comprendre un petit peu quelles sont les bases, comment est-ce qu'on interprète une carte du ciel, un petit peu se familiariser avec les planètes, avec les signes. Il faut savoir que l'astrologie, c'est très très vaste, donc faire une vidéo d'1 heure autour de tout ça, ça demande pas mal de synthétisation. Mais j'avais envie de vraiment vous donner toutes les bases pour que vous soyez capable d'arriver à interpréter une carte du ciel, euh, voir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans votre thème, vous en servir au quotidien, être capable de voir les thèmes de vos proches, etc. Donc voilà. Alors on va commencer avec déjà la base de la base, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est exactement l'astrologie? Donc l'astrologie, c'est une science, selon de nombreuses croyances, qui met en lien et en relation les différentes positions des astres dans le ciel, basées sur la croyance que vu que nous sommes tous un et que l'univers fait partie de nous et fait partie de notre ADN, eh bien au moment où nous nous sommes incarnés, les planètes et les signes et les constellations étaient dans certaines dispositions. Et donc c'est venu engrammer en fait des informations dans nos cellules. C'est un petit peu ça de façon raccourcie. L'astrologie, moi je trouve que c'est génial parce que déjà ça nous permet avec le thème astral de mieux nous comprendre, de savoir un petit peu c'est quoi nos potentiels, qu'est-ce qui s'exprime à travers nos différentes facettes, etc. Ça permet aussi de mieux comprendre ce qui se passe dans le ciel et dans l'univers, c'est-à-dire quand il y a des pleines lunes, des nouvelles lunes, on peut un petit peu regarder aussi la carte du ciel, savoir quelles énergies sont actuellement en place. On peut regarder les transits des différentes planètes, par exemple là, début 2020, on a eu le rassemblement de Pluton, Saturne et Jupiter dans le Capricorne. Donc c'est ça qui a créé un sacré bazar avec le besoin de transformer et de modifier toutes les structures qui ne sont plus alignées dans notre société. Donc ça reste quand même très intéressant de regarder aussi l'astrologie du point de vue global et collectif. Alors, ensuite, je voulais vous montrer un petit peu le thème, qu'est-ce que c'est, à quoi ça ressemble et comment est-ce qu'on peut s'en servir. Donc un thème astral, ça ressemble à ça. Celui-là, c'est le mien. Voilà. Donc, ça, c'est un thème astral. Donc vous pouvez voir que vous avez un cadran où il y a les signes qui sont dessus. Autour, vous avez les planètes, les constellations, l'ascendant, etc. Les traits qui sont au centre, c'est les différentes conjonctions, les oppositions, etc. Ça, je vous en parlerai pas trop parce que c'est un petit peu compliqué quand on débute. Et vous avez aussi autour du cadran des numéros qui représentent le système des maisons. La maison, je vais peut-être juste vous en dire un petit mot aussi à la fin de la vidéo, mais pour l'instant, on va principalement se concentrer sur les signes et les planètes, pour vraiment avoir toutes les bases pour comprendre un petit peu comment interpréter cette carte du ciel. Donc un thème astral, qu'est-ce que c'est? Un thème astral, c'est un petit peu notre carte d'identité cosmique, c'est-à-dire que quand notre âme a choisi de s'incarner sur Terre, quand on a choisi de venir au monde, eh bien les planètes les planètes, elles étaient dans certaines dispositions, dans certains signes, etc. Et donc ça nous donne des prédispositions, des potentiels en fait à mettre en lumière, à incarner, etc. Et donc ça devient un petit peu notre feuille de route pour cette vie-ci, pour cette incarnation. C'est pour ça que moi je trouve que c'est très très intéressant de regarder parce que ça dit beaucoup de choses de nous. Après, il faut bien comprendre aussi que l'astrologie, c'est pas une science prédictive au sens où j'entends beaucoup parfois des personnes qui ont peur d'aller voir des astrologues parce que elles ont peur de ce qu'on pourrait leur dire, que les choses soient toutes tracées, etc. Mais dans ma croyance, c'est comme la médiumnité ou ces histoires de voyance. Pour moi, on a toujours un libre arbitre. Donc ça va nous donner des couleurs, ça va nous donner des potentiels. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est présent à l'intérieur de moi et qu'est-ce que je peux mettre en place dans cette vie.
mais ça va absolument pas donner une destinée toute tracée, ou voilà, c'est comme ça et pas autrement. L'idée, c'est pas de figer une personnalité ou de figer une vérité, c'est de voir quelles sont les portes qu'on peut ouvrir en fait pour arriver à mieux nous comprendre et donc à mieux vivre au quotidien. Voilà, donc ça c'est le concept du thème astral. Moi je trouve que c'est très très intéressant de le faire déjà pour soi, de bien avoir en tête quels sont nos signes, quelles sont nos planètes, dans quels signes, etc. Parce que ça nous permet voilà, d'avoir plus de clarté sur nos comportements. Et ce qui est difficile pour l'être humain, c'est d'avoir des comportements sans vraiment se rendre compte de pourquoi est-ce qu'il a ces réactions, pourquoi est-ce qu'il ressent ça, pourquoi est-ce il pense ça. Donc le thème astral, c'est hyper intéressant pour ça. Et puis au niveau relationnel, moi j'avoue que j'aime beaucoup faire le thème de mes amis, de mes compagnons, je dis mais pour les anciens et l'actuel. Voilà, donc c'est toujours intéressant en fait de regarder. Et encore une fois, vu que ça ne fige rien, l'idée c'est pas de dire ah ça y est j'ai vu son thème donc je sais exactement comment il fonctionne, j'ai tout compris, je sais de toute façon lui il est comme ça comme ça comme ça. Donc ne pas rentrer non plus dans cette façon figée d'aborder l'astrologie, mais vraiment de le voir comme quelque chose à l'état de potentiel et d'un sujet à aller explorer en fait. Donc comment est-ce qu'on lit le thème astral? Le thème astral, donc vous pouvez calculer partout hein, sur internet, vous tapez, moi le site que je préfère c'est Astrothème, mais vous allez taper calcul thème astral, vous avez besoin de votre heure de naissance, de votre date de naissance, de votre lieu de naissance par rapport au fuseau horaire. Donc une fois que vous allez calculer votre thème, vous allez avoir quelque chose qui ressemble à ça. En fonction des sites, il peut y avoir des petites différences, mais c'est globalement ça. Donc pour que vous puissiez comprendre juste un petit peu plus en détail, donc là vous avez les différents signes du zodiaque qui sont sur le cadran. Donc on commence avec le bélier qui est là, ensuite vous avez le taureau, le gémeaux, cancer, lion, vierge, balance, scorpion, sagittaire, capricorne, verseau et poisson. Ils sont tout le temps dans le même ordre et vous allez comprendre pourquoi quand je vais vous raconter l'histoire des signes du zodiaque, parce que leur ordre n'est pas au hasard. Il y a une logique en fait à la mise en place des signes. Donc les signes se trouvent sur ce cadran-là et autour vous avez les planètes et les constellations. Donc vous pouvez voir la petite planète en orange qui se trouve ici, c'est le soleil. AC c'est votre ascendant, la petite lune jaune c'est la lune. En rose ici vous avez Vénus, je vais vous en parler un petit peu plus après en détail les planètes. Vous avez Jupiter ici en bleu, Mars là en rouge, Mercure en violet ici. Ensuite vous avez Neptune, la fourche bleue ici, Saturne qui est juste à côté dans mon thème en rouge, comme une espèce de fourche, un H. Ensuite vous avez Uranus qui est ici avec le petit rond et les petites fourches, et Pluton qui est juste là en rouge, une espèce de coupe avec un petit rond. Donc ça, c'est toutes les planètes qui sont en couleur sur ce thème-là. Et moi, je vais aussi vous parler dans cette vidéo parce que je trouve que ça reste quand même très intéressant. Vous avez ici un petit casque, hop, là. Ce casque-là, c'est le nœud nord et c'est le destin karmique, l'axe d'incarnation dont je vais vous en parler parce que c'est quand même intéressant. Et puis, je vais aussi rapidement vous parler de la lune noire, Lilith qui est ici, et de Chiron. Là, ça ressemble à une petite clé avec un K, qui est la constellation du guérisseur. Pour les autres constellations, je ne les aborderai pas dans cette vidéo parce qu'il y a déjà beaucoup de choses à intégrer. Alors, avant de rentrer peut-être dans l'explication des signes, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à prendre en compte, même si je vais vraiment essayer de vous donner l'essentiel et de simplifier. Je vais quand même vous parler en premier des planètes, comme ça va vous permettre de créer des premiers repères dans votre thème.
Donc il faut comprendre que déjà le soleil, selon moi, parce que chacun a un petit peu des façons d'aborder l'astrologie, moi je me suis surtout formée et mes bases c'est de l'astrologie classique et je suis aussi beaucoup influencée par l'astrologie chamanique. Donc il y a des petites variantes dans la façon de voir les choses, mais en tout cas, voilà, pour moi, le soleil, c'est le soi, c'est l'essence, c'est comment est-ce que je choisis de me manifester et de m'incarner dans le monde. Donc c'est un petit peu... euh, il y a aussi un petit peu de décroyance, parce que c'est la façon dont je perçois le monde et dont je choisis d'interagir avec. Donc le soleil, c'est notre signe principal, hein. Quand on vous demande c'est quoi ton signe astrologique, en fait, on a tendance à donner notre soleil. Mais le soleil n'est absolument pas le signe qui va définir toute notre personnalité. C'est bien pour ça que c'est intéressant de regarder tout le thème, parce que en fait, le soleil ne donne absolument pas toutes les couleurs qui nous caractérisent. Ensuite, vous avez donc assez l'ascendant. L'ascendant, c'est très important parce que ça va vous donner des indications sur votre personnalité et sur la façon dont vous choisissez d'exprimer un petit peu votre personne à l'extérieur. C'est un petit peu aussi les masques qu'on porte. C'est comme parfois une carapace aussi qui s'est formée autour de nous. La personnalité, pourquoi? Parce que l'ascendant, en fait, représente le début de la maison 1, donc le début du système des maisons. Et c'est cet ascendant qui va vraiment venir se manifester à l'extérieur. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de comprendre ça, c'est qu'en fait, le soleil est parfois beaucoup plus intérieur. On va beaucoup moins voir en fait la personnalité solaire d'une personne, alors que l'ascendant sera parfois beaucoup plus visible. Donc c'est pour ça que ça peut être intéressant de connaître votre ascendant et celui de vos proches, parce que parfois on se dit ah tiens lui il est balance mais pourtant il n'a pas trop une personnalité de balance, c'est un peu bizarre. Eh bien ça peut être parce que en fait c'est son ascendant qui domine et qui voilà, sa personnalité est beaucoup plus incarnée en fait par cet ascendant. En plus si le soleil se retrouve dans certaines maisons comme la maison 12 ou la maison 6 par exemple, qui sont des maisons de se mettre au service de l'extérieur, par exemple ces signes-là vont avoir encore plus tendance à être un petit peu en retrait dans leur soleil et beaucoup plus exprimés dans leurs ascendants. Voilà, donc ça c'est quelque chose quand même à savoir. Ensuite, vous avez la lune. La lune, c'est très très important aussi parce que ça nous donne des indications sur notre caractère émotionnel, notre corps émotionnel et notre inconscient. Donc s'il y a un peu toutes les pulsions inconscientes, toute notre façon de réagir de façon émotionnelle à ce qui nous arrive, ça passe beaucoup par notre lune. Donc c'est aussi pour ça que c'est très important de le voir, parce que ça fait vraiment partie de notre personnalité. En général, quand on veut vraiment savoir un petit peu comment quelqu'un fonctionne, on va regarder son soleil, son ascendant, sa lune et Vénus si c'est une femme ou Mars si c'est un homme. Parce que en fait, Vénus incarne le féminin sacré et Mars le masculin sacré, qui sont des figures archétypales très importantes, qui incarnent des énergies très importantes dans la personnalité d'un homme ou d'une femme. Donc on va aller regarder ces quatre-là en priorité et ensuite les autres. Donc Vénus, pour une femme, ça va représenter son féminin sacré, sa part féminine incarnée. C'est pour ça que c'est très intéressant de le regarder, mais ça représente aussi beaucoup les désirs et les aspirations. Donc Vénus, c'est vraiment quelque chose qui se trouve dans nos tripes, dans notre cœur. On a vraiment, c'est nos désirs les plus profonds, nos rêves, etc. Donc quand on regarde Vénus, on va voir ce qui est vraiment très très important dans le système de valeurs d'une personne, que ce soit pour un homme ou pour une femme, hein. Et donc c'est très intéressant d'aller regarder aussi Vénus dans votre thème. Ensuite, vous avez donc Mars qui est le masculin sacré chez un homme, donc qui va vraiment représenter aussi une part très importante de sa personnalité. Et c'est aussi la capacité à se mettre en action, en mouvement dans le monde. Donc on va regarder Mars pour savoir par quelle énergie, donc en fonction du signe dans lequel il se trouve,
dans quelle énergie, par quelle énergie on va passer pour se mettre en action. Par exemple, moi j'ai Mars en Balance. Balance, c'est tout ce qui est en lien avec l'harmonie, le relationnel. Moi, pour me mettre en action, je suis vraiment stimulée par le fait de créer des liens, de mettre de l'harmonie partout, que les choses soient équilibrées, diplomates, etc. Donc c'est intéressant aussi de regarder Mars. Et une autre planète qui est très importante à regarder, c'est Mercure. Mercure, pourquoi? Parce que c'est la façon dont on pense, comment est-ce qu'on se lie à l'extérieur, parce que c'est aussi la façon dont on se met en lien au niveau relationnel. Donc la façon dont on pense au niveau de notre système de croyances et voilà comment fonctionne notre intellect, notre corps mental. Donc c'est très très important aussi de regarder Mercure. Et ensuite, une planète aussi qu'on peut regarder, c'est Jupiter. Jupiter parce que c'est comme c'est comme un guide dans le thème astral. C'est un petit peu comme une porte pour aller vers notre expansion la plus grande. Donc là où se trouve Jupiter, c'est qu'en général, c'est une énergie à aller contacter pour pouvoir évoluer et devenir la meilleure version de soi-même. Et pour que ça nous permette aussi de nous expandre, de grandir, de faire grandir notre abondance sur tous les plans et vraiment de nous épanouir. Donc Jupiter aussi, grande clé. Ça, c'est vraiment les planètes les plus intéressantes à regarder, qui sont d'ailleurs les plus proches de nous. Il faut savoir que le Soleil reste en moyenne 30-31 jours dans un signe. La Lune, elle reste 2-3 jours dans un signe. Vénus, Mars, ça commence à être plutôt sur quelques semaines dans un signe. Mercure, lui, il a une vitesse un petit peu plus rapide. Et à partir de Jupiter, là, les planètes sont beaucoup plus lentes. Donc on appelle ça des planètes transpersonnelles. C'est pour ça qu'on va les regarder dans le thème parce qu'elles ont forcément un impact. Mais elles vont avoir un impact moindre dans le sens où, par exemple, Pluton va rester 50-60 ans dans un signe. Donc toutes les personnes de ma génération, par exemple, qui sont nées dans cette période-là, on a tous Pluton en Scorpion. Donc forcément, ça va être ça va moins nous définir au niveau de notre personnalité parce qu'on a pas mal de choses en commun, mais ça reste quand même très intéressant de le regarder parce que ça nous donne aussi des indications. Et c'est surtout que quand on va plus loin en astrologie, ensuite on regarde où se trouve, dans quelle maison en fait se trouvent ces planètes-là, parce que là pour le coup, les maisons sont différentes en fonction de chacun, et là ça peut nous donner des indications. Mais comme je vous disais, je vais peut-être pas rentrer dans le détail des maisons parce que ça va faire beaucoup d'informations, peut-être que ce sera le sujet d'une autre vidéo. Alors, donc après Jupiter, je vais quand même vous dire un petit peu pour les planètes transpersonnelles. Donc vous avez Neptune qui est la planète du rêve, de l'illusion, de l'imaginaire. Ça incarne vraiment tout ce qui est en lien avec notre façon de projeter à l'extérieur, notre façon de voir le monde, notre façon d'être en lien avec notre émotionnel, etc. Saturne, c'est la planète de la responsabilité, du choix, de l'engagement. Donc ça va nous montrer en fait à quel endroit on va placer notre engagement et notre responsabilité, quels sont un petit peu nos challenges aussi par rapport à cette responsabilité-là. Uranus, c'est la façon de penser, c'est les modes de fonctionnement, l'originalité, la liberté. Donc c'est un petit peu tout ce qui va nous montrer comment est-ce qu'on peut arriver à trouver nos propres modes de fonctionnement, nos propres systèmes. Et enfin, Pluton, c'est la grande planète de la mort et de la renaissance, de la transformation. On appelle ça une planète, mais tout le monde n'est pas forcément d'accord avec la terminologie. Mais en tout cas, elle est toute petite, elle est très très loin, mais elle a un énorme impact sur nous parce qu'on voit bien que là, c'est elle qui est en train de mettre le bazar en 2020. Parce qu'elle est dans le signe du Capricorne et donc ça vient remettre en question toutes nos structures. Voilà un petit peu pour les planètes, comme ça vous avez un panorama vraiment complet pour pouvoir comprendre un petit peu comment est-ce qu'elles peuvent interagir dans votre thème. Donc maintenant, on va aller voir du côté des signes. Je m'hydrate un petit peu parce qu'il va y avoir du chemin.
Donc du côté des signes, il faut comprendre déjà que les 12 signes du zodiaque sont répartis par éléments. Donc vous avez les signes de feu qui sont en rouge, Bélier, Lion et Sagittaire. Vous avez les signes de terre qui sont en marron vert. Vous avez le Taureau, la Vierge et le Capricorne. Ensuite, vous avez les signes d'air, bleu-vert, Gémeaux, Balance et Verseau. Et ensuite, les signes d'eau en bleu foncé, donc Cancer, Scorpion et Poisson. C'est déjà intéressant de repérer au niveau des éléments dans votre thème parce que si vous avez par exemple beaucoup d'eau, pas de terre, beaucoup de feu, un manque d'air, etc., ça peut déjà vous donner des premières indications par rapport à l'harmonie dans votre thème, même si vous n'avez pas encore une super compréhension des signes. Donc, au niveau des éléments, les signes de terre, ça va vraiment régir tout ce qui est en lien avec la matière, la structure. Voilà, donc juste en regardant un petit peu quelles sont les particularités de chaque élément, ça vous permet aussi d'avoir des éléments de réponse par rapport à votre thème. Donc tous les signes de terre, c'est l'ancrage, la connexion à la matière, la structure, l'organisation, c'est tout ce qui est tangible. Les signes de feu, ça va être tout ce qui est en lien avec la pulsion de vie, la force de vie, le mouvement, la passion, la créativité, l'énergie sexuelle, les explorations, etc. Les signes d'eau, ça va être tout ce qui est du domaine du ressenti, du subtil, des perceptions. Voilà, c'est tout le monde émotionnel qui est en lien avec l'eau. Et les signes d'air, ça va être le mouvement, la pensée, le lien à l'extérieur. Voilà, créer du mouvement, vraiment trouver comment est-ce qu'on se met en lien aussi. Il y a beaucoup le relationnel dans les signes d'air. Donc déjà, ça vous permet d'avoir une première lecture juste au niveau élémental dans votre thème et de comprendre un petit peu ce qui se joue si vous avez des dominantes ou des éléments qui sont beaucoup moins présents. Maintenant, je vais vous emmener en voyage à travers les différents signes du zodiaque pour un petit peu plus les comprendre et vous familiariser avec eux. Sachant que les signes, c'est quand même aussi un domaine très très vaste. Il y a tellement de substances, de nuances, de subtilités qu'il faudrait aussi beaucoup beaucoup de temps pour arriver à comprendre quels sont un petit peu tous leurs reliefs. Mais moi, je vais essayer de vous donner l'essentiel et c'est surtout que je vais vous le raconter à travers l'histoire des signes pour que ce soit plus facile pour vous de vous mettre en lien avec leur psychologie, leur symbolique, etc. Donc, on commence avec le bélier. Le bélier, c'est la première forme, c'est la première énergie qui s'incarne sur Terre. Le bélier, il arrive, il n'y a personne d'autre que lui, il est tout seul, il se dit « Ok, je suis en train de découvrir un nouveau monde ». Donc, il y a une espèce d'impulsivité, de se dire « Ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Il y a un peu l'envie de foncer, d'aller tout explorer. Donc, le bélier, il est très connecté aux pulsions, à son instinct, à son besoin d'explorer un petit peu tout ce qui se passe autour, un besoin de comprendre aussi. Le bélier, on dit qu'il fonce tête baissée, mais il y a aussi beaucoup d'instinctif et un besoin de compréhension, parce que vu qu'il vient de s'incarner tout seul là dans ce nouveau monde, il y a aussi beaucoup de questionnements. Donc c'est pour ça que les béliers, en général, il y a beaucoup de questionnements plus au niveau de leur sens, quoi, de qu'est-ce qu'ils font ici. Donc la grande force du bélier, c'est vraiment ça, c'est l'instinct, la fougue, le dynamisme, beaucoup de force de caractère, voilà, une grande capacité à se mettre à son service. Et forcément, l'ombre du bélier, ça va être d'être un petit peu impulsif, parfois autocentré parce qu'il ne connaît que sa propre opinion, donc il a du mal à prendre en compte celle des autres. Et puis, voilà, un petit peu trop parfois brut de pomme, quoi. Contrairement à la balance qui est en face de lui, parce que chaque signe du zodiaque fonctionne toujours deux par deux. La balance qui, elle, c'est important de mettre de la diplomatie, de l'harmonie. Le bélier, lui, il est vraiment je tranche et basta, quoi.
Donc ça, c'est pour le signe du bélier. Mm. Ensuite, on va aller rencontrer le taureau. Donc, une fois que le bélier s'est rendu compte qu'il s'était incarné, là va se manifester l'énergie du taureau qui va se dire: ah tiens, j'ai un corps, j'ai des ressentis physiques, j'ai des ressentis corporels, je suis capable de ressentir du plaisir, je me rends compte que j'ai des sens, donc le goût, l'odorat, le toucher, etc. Et puis je commence à prendre conscience qu'il y a de la matière autour de moi, donc je peux posséder des choses, je peux m'approprier mon corps, je peux m'approprier de la richesse, de l'abondance autour de moi. Donc le taureau, il est très connecté à l'incarnation, au corps, à la matière, donc à l'abondance aussi. C'est pour ça que le taureau a un grand besoin de sécurité. On dit souvent que les taureaux, ils aiment bien leur confort, ils aiment bien le plaisir. C'est un peu des épicuriens parce que voilà, il est connecté en fait à tous ces sens-là, à toute la beauté de la vie aussi. Le taureau, c'est mine de rien un signe féminin, hein, c'est pas un signe masculin. Et il est connecté à Vénus, la planète de l'amour, naturellement, il est régi par Vénus. Et donc chez le taureau, il y a aussi quelque chose de voilà d'amoureux, de réconfortant, de doux. Donc le taureau, souvent, il y a un besoin de toucher, de proximité, d'être en contact avec les autres. Donc là, on va dire que les grandes forces du taureau, ça va être la capacité à manifester l'abondance, un côté doucement mais sûrement, euh, un- une capacité à établir son propre territoire, sa propre sécurité. C'est un peu la force tranquille, le taureau, hein. C'est voilà, moi je vois un petit peu dans quoi j'évolue, je gère mes possessions, la matière autour de moi et tout se passe bien. Mais en même temps, le taureau, dans ses ombres, il peut justement basculer dans le trop de possessivité, s'attacher un petit peu trop à la matière. Donc, il peut s'attacher dans ses relations, il peut s'attacher à son argent, à son foyer, à en vouloir toujours plus. Il peut y avoir aussi une forme d'insécurité, justement, s'il n'arrive pas à être dans un territoire où il se sent bien. Il va avoir tendance à compenser avec soit de la nourriture, soit euh, en fait, tous les mécanismes de compensation qui peuvent être la boulimie, le sexe, l'argent, la drogue, les jeux, etc. C'est très présent chez le taureau et le scorpion qui se retrouvent en face parce qu'ils sont tous les deux sur l'axe vie, mort. Ils sont tous les deux régis par justement les pulsions de vie, donc la sexualité et puis l'éros. Euh, voilà, donc ils ont tous les deux tendance à être sujets aux dépendances et aux addictions, aux besoins de compenser, etc. Et puis le taureau, il peut avoir un côté un petit peu je ne vois que ce que je crois, euh, parce qu'il a un côté aussi très terre à terre. Ensuite, une fois que nous sommes passés par le corps et qu'on s'est rendu compte qu'il y avait toutes ces possibilités-là, on va avoir le Gémeaux qui débarque. Les Gémeaux qui va se dire: oh tiens, une fois que je me suis incarnée, que j'ai un corps, en fait je me rends compte qu'il y a des gens autour de moi et que je peux créer du lien et qu'il y a plein de choses à explorer, que je peux penser par moi-même, que je peux vraiment voilà, acquérir de nouvelles connaissances et que je peux aussi faire des choix dans la direction dans laquelle j'ai envie d'aller. Donc le Gémeaux, il est très connecté à tout ça. C'est vraiment un signe, bah, c'est des jumeaux, hein, les Gémeaux, donc il y a aussi une notion de dualité, euh, tout le temps un besoin d'être un petit peu sur les deux extrêmes, les deux polarités. Donc les Gémeaux, ils ont un petit peu un côté insaisissable, on ne sait pas trop quelle face ils vont nous montrer. Le Gémeaux, il a tellement envie de tout explorer, de tout connaître, que parfois c'est difficile pour lui de faire des choix, de vraiment s'engager. Donc plutôt que de faire un choix et de se couper d'opportunités, parfois il va un peu comme fuir comme ça pour pas avoir justement à faire de choix et ne pas se fermer de porte. Donc ça pourrait être ça, l'ombre du Gémeaux, c'est le côté un petit peu fuyant, à vouloir tout voir, tout explorer, tout comprendre, à se perdre un petit peu du coup dans sa tête, dans son esprit, à se poser beaucoup de questions. Hum, oui, voilà, une éternelle soif de connaissances, comme s'il y avait aussi jamais assez de connaissances, donc et ça peut aussi créer un manque de légitimité, de confiance en soi, surtout au niveau intellect.
Mais voilà, les Gémeaux, ils sont aussi très sociaux, amicaux. En général, ils sont faciles à vivre. Ils aiment bien que tout le monde soit content, que tout le monde se sente bien dans son élément, etc. C'est le bon copain en général, le Gémeaux. Un petit peu comme la Balance, mais vraiment, le Gémeaux, il a aussi ce côté... euh, voilà, un petit peu blagueur, piquant, parce qu'il a un esprit vif en fait. Euh, voilà, pour le Gémeaux. Ensuite arrive le Cancer qui se dit ah, mais en fait, j'ai aussi des émotions et je suis capable de ressentir des choses. Donc, le Cancer, il est très, très, très connecté au ressenti. Il est en face du Capricorne, donc les deux sont sur l'axe de la subjectivité et de l'objectivité. Le Cancer, il est complètement subjectif, hein. Lui, il est très connecté juste à ce qu'il ressent. Il ressent tellement de choses, il est tellement sensible, tellement connecté à son émotionnel que ça en est parfois difficile, qu'il a du mal à savoir ce qui lui appartient, ce qui lui appartient pas. Donc il va avoir besoin de se créer un petit peu sa coquille de protection, hein. Le Cancer, c'est un crabe dans le signe astrologique. Et donc c'est aussi pour ça que les cancers sont très connectés au foyer, à la famille, parce que c'est dans l'espace de l'intimité qu'ils vont se sentir en confiance, qu'ils vont se sentir bien. Donc en général, les cancers, voilà, ils sont très connectés. Le Cancer, c'est un petit peu la mère universelle dans le zodiaque, alors que le Capricorne, en face, c'est le père universel dans le zodiaque. Donc il y a aussi quelque chose de très nourricier, de très... voilà, un grand besoin d'être doux, tendre, bienveillant. Les cancers, en général, on dit que c'est des grands gentils, hein, que c'est des bisounours, parce que voilà, c'est important pour eux la notion de famille, la notion de tribu, de proche, de foyer, etc. Et c'est des personnes en général qui sont assez fidèles, loyales, mais en même temps parfois secrètes et mystérieuses, justement, vu qu'elles ont ce côté à se protéger. Donc l'ombre des cancers, ça va être ça, ça va être trop de ressenti, donc un manque d'objectivité, vraiment trop de ressenti, complètement débordés par leur corps émotionnel. Ça peut être aussi de parfois trop se cacher derrière une carapace, derrière un blindage, et avoir un côté un peu presque intouchable, ou comme si ils nous autorisaient pas toujours à entrer dans leur intimité. Donc ça peut être parfois perturbant si on est quelqu'un par exemple qui a plus tendance à laisser rentrer de façon assez facile. Donc voilà pour le Cancer. Ensuite arrive le Lion. Le Lion qui lui se dit ok, maintenant que j'ai compris que je pouvais m'incarner, avoir un corps, avoir des pensées, avoir des émotions, qu'est-ce qu'on peut en faire de tout ça? Qu'est-ce qu'on peut créer? Et en fait, je me rends compte que eh ben, tout est possible. Et donc, j'ai envie de faire plein de choses. Donc, le lion est très connecté au désir, à la créativité, à l'envie voilà, de créer plein de choses, de montrer aux gens que tout est possible. Il y a un côté très rayonnant, très leader chez le lion, très connecté aussi au jeu, à l'enfant intérieur. Voilà, il va avoir envie, lui, d'être dans un espace où, ça y est, il a compris maintenant un petit peu tous les outils qu'on avait à notre disposition. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça? Euh, Et le lion, il se trouve en face du Verseau, donc c'est sur l'axe de l'amour. Le lion, c'est aussi la noblesse du cœur. Euh, mais la blessure du lion, c'est que il a un rayonnement tellement naturel et c'est tellement simple pour lui d'être dans la fluidité que on pourrait avoir tendance à croire que tout le monde l'aime. Alors qu'à l'intérieur de lui, il y a une profonde blessure de manque d'amour et un manque de confiance en soi parfois. Donc le lion, dans son ombre, il va tomber un petit peu dans l'orgueil, dans le besoin d'être vu absolument, d'être reconnu. Il peut un petit peu en faire des caisses. Il peut avoir un manque d'humilité, un manque d'authenticité parce que voilà, il va tout le temps avoir besoin d'être devant de la scène. En général, si vous avez une énergie lion très présente dans une pièce, quelqu'un qui a un ascendant lion ou voilà, qui a pas mal de planètes en lion, en général, on les remarque dans une pièce. Euh, donc si c'est une lune comme moi, par exemple, ça va être un petit peu plus subtil, un petit peu plus inconscient. Mais ça reste quand même assez particulier et rigolo de repérer les lions dans leur énergie. Euh, voilà, donc ça c'est pour le lion. Ensuite vient la Vierge. Donc la Vierge, c'est le dernier signe de la première moitié du cadran. La première moitié du cadran des signes astrologiques, c'est vraiment
l'incarnation sur le plan individuel et les 6 signes d'après. C'est plus l'incarnation au niveau collectif, spirituel, voilà, il y a quelque chose où on commence un petit peu à s'élever. Mais elle, la Vierge, elle arrive donc en fin de cette première moitié et elle se dit, bon, basé sur tout ce qu'on a fait, là, on a créé des formes, on se rend compte de ce qui est possible, etc. Comment est-ce qu'on peut améliorer? Comment est-ce qu'on peut rendre ça encore plus pur? Comment est-ce qu'on peut être organisé, structuré? C'est un peu l'inspectrice des travaux finis, la Vierge, qui a besoin de s'assurer que tout est bien aligné. Et puis c'est la gardienne, c'est la garante des lois du vivant. Elle est très connectée à la nature, très connectée au bien-être. C'est très important pour elle voilà, que les choses soient justes, respectées, etc. Elle se trouve en face du poisson sur l'axe de la guérison des guérisseurs, c'est-à-dire elle va être dans cet aspect de guérisseuse, mais beaucoup plus à travers ses connaissances, à travers son intellect, alors que le poisson, on le verra tout à l'heure, c'est quelque chose d'un petit peu plus subtil et naturel pour lui. Donc voilà, la Vierge, elle va vraiment avoir besoin de cette pureté, de cette structure, de cet alignement, que les choses soient bien faites, donc organisation, maîtrise, justesse, etc. Mais du coup, ces ombres, ça va être justement de tomber dans une forme de perfectionnisme ou de dogmatisme, voire presque une forme de... les personnes qui sont dans des sectes, je n'ai plus le mot, mais les personnes qui voilà, vont tomber dans une forme de... Je ne vois que la vie à travers ce prisme-là. Un grand besoin de se rassurer avec des cadres, avec des outils. Donc elle va aussi beaucoup s'attacher à son organisation, à ses cadres. Et si ça vient à être transformé ou modifié, ça peut un peu la perturber. Donc voilà pour la Vierge, mais une grande reconnaissance à la Vierge parce que c'est génial de travailler avec des Vierges. Elles sont toujours très, très carrées, très structurées. Ensuite, on arrive à la Balance. Donc la Balance, c'est le premier signe du deuxième cadran du zodiaque et c'est elle qui fait le lien justement entre l'individuel et le collectif. Et c'est intéressant et c'est important de comprendre ça parce que justement la Balance est la garante de l'équilibre et de l'harmonie. C'est très important pour elle que chacun ait sa place, que chacun ait son rôle, que chacun puisse être entendu, voilà, qu'il y ait une forme d'harmonie dans tout ce qui doit être. Elle est aussi très connectée du coup à la beauté parce que c'est important pour elle que tout soit beau, esthétique. Voilà, c'est une grande artiste qui aimerait que tout soit à sa juste place, etc. Donc c'est important aussi pour la Balance la justesse, mais plus sur le plan de l'harmonie, très harmonieux. L'ombre de la Balance, c'est que à force voilà, elle veut tellement que tout soit beau, que tout soit harmonieux, qu'elle a besoin d'être aimée et de plaire à tout le monde. Donc c'est très dur pour elle le rejet, de dire non, de se positionner, de se placer. Elle peut avoir tendance à vouloir s'adapter en fait et à faire le caméléon un peu avec tout le monde parce qu'elle veut être capable de se mettre dans cette harmonie idéale qu'elle a rêvée, contrairement au Bélier qui lui tranche en face. La Balance, elle va tout le temps essayer d'arranger un peu, de noyer le poisson, etc. pour que tout se passe bien et que personne ne soit froissé. Et puis voilà, parfois elle va accorder justement un petit peu trop d'importance à la forme, à la beauté, plutôt qu'à ce qui se passe à l'intérieur et au fond. Donc ça peut être ça. Et la Balance, vu qu'elle veut tout le temps que les choses soient en équilibre, ça peut être aussi un petit peu difficile pour elle de faire des choix parce que elle veut que voilà, les choses soient tout le temps en harmonie et donc vraiment parfois faire des choix tranchés, ça va être difficile pour elle. Voilà pour la Balance. Ensuite arrive le Scorpion. Le Scorpion que je connais bien car c'est mon signe solaire. Le Scorpion, lui, va se dire ok, donc là c'est intéressant, on voit un petit peu tout ce qui est possible au niveau individuel, mais moi je sens qu'il y a autre chose à aller voir derrière, il y a autre chose à aller creuser. Je sens qu'il y a quelque chose de plus qu'on nous dit pas, qui est caché. Le Scorpion, c'est un peu le conspirationniste du zodiaque. Il a besoin d'aller explorer, de voir au-delà de ce qui n'est pas dit. Donc le Scorpion est très connecté au monde invisible, à la mort, c'est-à-dire la mort symbolique. Donc lui, il est prêt à abandonner ses croyances, à abandonner tout ce qui est vrai pour lui et tout ce qu'il a construit pour pouvoir se transformer, aller au-delà. Donc le
Le scorpion, voilà, il y a quelque chose du domaine de la mue hein, chez lui qui est très importante. Et lui, il a envie de se connecter à ce qui n'est pas dit, à ce qui n'est pas vu, à ce qui n'est pas entendu. Donc il a une grande capacité à percer le voile de l'invisible. Il a un grand discernement. Il est capable de vraiment voir au-delà des apparences. Et forcément, il est aussi très magnétique, le scorpion, parce qu'il est très connecté à sa pulsion de vie, à l'énergie sexuelle, à l'argent, l'abondance, etc., hein, comme on l'a vu en face du taureau. Sauf que le scorpion, contrairement au taureau, lui, son ombre, c'est de presque oublier qu'il a un corps. Il va tellement être dans la non-matière que parfois il va oublier qu'il faut prendre soin de sa vitalité, et pourtant il en a une forte de base, mais il va oublier qu'il faut prendre soin de son corps, de sa vitalité, de respecter le rythme de la nature, etc. Il va être un peu trop dans quelque chose de subtil, de très intangible, très du domaine du ressenti, etc. Et une grande intensité aussi chez le scorpion, hein, parfois un petit peu trop intense. Donc ça peut donner voilà, des profondeurs parfois pas faciles à aborder. Et il y a aussi une grande notion de possessivité. Parfois, justement, le scorpion, il a tellement du mal à gérer cette matière que parfois, il va vouloir s'attacher, être en fusion. Il peut y avoir de la jalousie, mais parce qu'en fait, il y a une grande insécurité vu qu'il ne sait pas du tout comment gérer cette matière et cette non-matière autour de lui. Voilà pour le scorpion. Ensuite, nous avons le sagittaire. Donc le sagittaire, lui, il va se dire, ok, donc je vois qu'il y a quelque chose à explorer, qui n'est pas forcément vu en apparence, d'invisible. Qu'est-ce que justement je peux aller voir au-delà? Donc pour le sagittaire, c'est important de se dire que tout est possible, qu'il y a toujours des possibles, il y a toujours capacité à explorer, à élargir ses horizons, à élargir ses connaissances, découvrir des nouvelles cultures. C'est l'explorateur du zodiaque, le Sagittaire, donc ça peut être un explorateur soit enfermé dans sa bibliothèque qui va se nourrir de livres à longueur de temps, soit une forme de Christophe Colomb qui va vouloir aller explorer des nouvelles terres. Donc le Sagittaire, c'est l'explorateur, c'est aussi celui qui a besoin de trouver un sens à cette incarnation. Donc il y a une très grande quête de sens chez le Sagittaire, un besoin de comprendre en fait pourquoi il s'est incarné. Voilà, donc il est très connecté à la philosophie, aux différentes cultures, etc. Et il est quand même incarné par une flèche, donc le Sagittaire, il a aussi cette notion de tout le temps avoir des objectifs, tout le temps avoir besoin de voir au loin, de se projeter, etc. Et justement, l'ombre du Sagittaire, c'est que il peut manquer de réalisme à tout le temps se projeter dans un idéal et ne pas vouloir voir ce qui est vraiment, véritablement là autour de lui. Il peut y avoir aussi une forme de dogmatisme, d'orgueil, parce que à tellement vouloir être persuadé qu'il est connecté à sa vérité, il va plus trop vouloir entendre la vérité des autres. Et il peut y avoir aussi un manque d'enracinement, à trop vouloir se percher dans ses concepts et dans ses connaissances. Il peut y avoir un manque d'expérimentation, de vraiment vouloir descendre sur Terre pour expérimenter tout ce qu'il a appris avec sa tête. Il faut savoir que le Sagittaire, il est en face du Gémeaux, hein, c'est l'axe de la connaissance. Et le Sagittaire, lui, il a vraiment besoin d'aller explorer à travers l'expérimentation, alors que le Gémeaux, lui, s'il est plus sur une connaissance dans le domaine de l'intellect. Ils n'ont pas la même façon d'aborder en fait les explorations. Voilà, les Sagittaires. Ensuite arrive le Capricorne. Donc le Capricorne, le père universel du zodiaque, qui est un signe aussi en général pas trop bien aimé parce que le Capricorne, c'est l'énergie du subjectif. Lui, il se base sur des faits. C'est le père universel, c'est le garant des lois, de l'ordre cosmique. Donc c'est très important que les choses soient faites comme il faut, que chacun ait sa place, chacun ait sa responsabilité. Voilà, c'est le papa, hein. C'est celui qui va se dire, ok, il faut que tout soit bien calé, bien organisé, bien fait. Donc Capricorne, grande capacité à structurer, à mettre les choses dans la matière, à organiser, à être responsable aussi, à être loyal. Voilà, il va vraiment être à l'origine de toutes les manifestations concrètes, des lois,
s'assurer que chacun ait bien un rôle dans la communauté, dans les organisations, etc. Mais justement, son ombre au Capricorne, c'est que parfois, à tellement vouloir se mettre de responsabilités sur le dos, et ben il va pas arriver à tout gérer, donc ensuite il va être frustré. Le Capricorne, à trop vouloir se baser sur des faits, il peut aussi se couper de ses émotions et être un petit peu froid en apparence. Donc voilà, à trop vouloir tenir la barre, il peut un petit peu se déconnecter et fermer un petit peu son cœur. Et puis, il peut aussi y avoir justement ce côté loyal à trop vouloir en faire pour tout le monde et à oublier en fait ce qui est vraiment important et ce qui n'est pas forcément prioritaire. Voilà, donc le Capricorne, il a un côté parfois un peu vieux jeu, un peu casse-ambiance, quoi, parce que lui, c'est voilà, le sérieux, le sérieux. Euh, je connais bien aussi parce que c'est mon ascendant, donc c'est pour ça que j'en parle bien. Ensuite, nous avons le Verseau. Donc le Verseau, l'avant-dernier signe du zodiaque. Le Verseau qui, lui, arrive quasi en fin de parcours et se dit, ok, bon, maintenant on s'est rendu compte comment on s'était incarné, comment on fonctionne, qu'est-ce qu'on peut créer, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'il y a à explorer au-delà de ça. Et quand je vois qu'on peut en faire quelque chose concrètement dans la matière, eh bien, comment est-ce que on va encore plus loin? Comment est-ce qu'on peut être original, avant-gardiste avec tout ça? Comment est-ce qu'on peut créer une nouvelle façon de fonctionner, une nouvelle communauté, très connectée à la communauté? Le Verseau, il va se dire, ok, maintenant qu'on sait tous, qu'on peut tous faire ça, comment on se réunit tous les uns les autres, on crée le nouveau monde. Donc il y a quelque chose de très original, avant-gardiste chez le Verseau, très important pour lui que tout le monde soit uni. Le Verseau, sur l'axe de l'amour, hein, en face du Lion, autant le lion, lui, il a besoin d'amour de façon concrète sur le plan humain, besoin de reconnaissance, de chaleur. Le Verseau, lui, il est dans l'amour inconditionnel, c'est-à-dire que il n'a pas besoin d'être en lien avec l'autre pour l'aimer, il va l'aimer tel qu'il est, il va le reconnaître tel qu'il est. Donc il y a une forme d'amour sagesse un petit peu chez le Verseau. Euh, voilà, c'est un grand idéaliste, il va vraiment vouloir se projeter, voir les choses différemment, imaginer différemment. Les Verseaux, ils ont vraiment leur monde propre, hein. Parfois, on a un petit peu du mal à les comprendre tellement ils sont dans leur univers. Et justement, leur ombre au Verseau, ça peut être parfois de se dire qu'ils sont tellement originaux que personne va les comprendre. Donc du coup, il vaut mieux qu'ils se coupent du monde. Et puis vu qu'ils sont quand même très connectés aussi au cœur et à l'amour, ils peuvent aussi avoir très peur d'être blessés, d'être rejetés. Donc ils vont un petit peu s'isoler, ils vont un petit peu se mettre dans leur coin. Ils vont faire les incompris, voilà. Le Verseau, c'est un visionnaire, hein, il a une grande vision, donc parfois il peut aussi se prendre à son propre piège, c'est-à-dire à force d'être tout le temps dans sa vision et de vouloir voir le monde d'une telle façon, il va avoir du mal aussi à être dans le vrai monde avec les humains de façon incarnée, un petit peu plus terre à terre. Voilà, donc le Verseau, ça peut être un petit peu ça. Et ensuite, les poissons. Donc le poisson, c'est le dernier signe du zodiaque. C'est le retour à la maison, c'est le retour à la source. C'est se rappeler d'où on vient. Donc on a fait le tour du zodiaque, on est parti avec le bélier, on arrive au poisson. Donc le poisson, lui, directement connecté, branché à la source. Ok, je me rappelle d'où on vient. On est tous un, on est tous unis, on fait tous partie de la même planète. Donc il y a une grande bienveillance, une grande compassion, une grande empathie. En général, les poissons, c'est un peu des bisounours aussi. Un grand besoin que chacun soit entendu. C'est des artistes, les poissons, hein, ils sont connectés à la source. Donc ils voient un peu le monde à leur façon. C'est un peu nébuleux aussi, hein. Parfois, on a un peu du mal à les comprendre. C'est un petit peu le flou artistique, les poissons. Après, en plus, à voir au niveau des planètes, mais par exemple, Mercure en poisson, donc c'est la capacité à communiquer dans le signe du poisson, bonjour pour les comprendre. Donc le poisson, voilà, c'est ça, c'est quand même une grande empathie, le cœur, la bienveillance, le côté artistique, le besoin que chacun ait sa place. C'est un guérisseur naturel, c'est un empathe, hein, le poisson, donc il y a aussi toute cette notion-là. Mais effectivement, dans ces ombres, il peut y avoir un côté très perché, un grand difficulté à être incarné dans la matière, quoi, difficulté à être pleinement présent là, à faire les choses concrètement, à manque de réalisme.
Euh, Difficulté aussi à poser ses besoins, c'est-à-dire que le poisson, il est tellement dans la dévotion que parfois il va complètement s'oublier, il va se sacrifier même. Il y a une notion un petit peu de sacrifice aussi chez le poisson, hein. Et, hum, et donc voilà, c'est un petit peu ça aussi les ombres du poisson. Donc on a fait le tour du zodiaque et maintenant vous voyez un petit peu comment se passe cette histoire dans le ciel. C'est intéressant après, une fois que maintenant vous avez un petit peu des bases, vous pouvez aller creuser, voir vos signes à vous, s'il y en a qui vous parlent plus, si vous avez envie de vous connecter à d'autres. Mais une fois que vous avez les signes et les planètes, eh bien, il ne suffit plus que de faire des liens pour essayer de voir, de comprendre comment est-ce que vous avez, voilà, où est-ce qu'elle est votre lune, votre mercure, etc., de faire des liens. Et je voulais aussi vous parler rapidement des nœuds de Chiron et de Lilith parce que pour moi ça reste aussi important. Mm. Donc les nœuds, le nœud nord, le nœud sud. Le nœud nord, c'est donc le petit casque que je vous ai montré tout à l'heure qui est là. Donc moi j'ai mon nœud nord en Verseau. Ça veut dire que j'ai mon nœud sud en Lion, vu que c'est pile en face. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je me suis incarnée avec le bagage karmique au niveau donc de mon karma du lion. Donc je me suis incarnée avec une capacité naturelle à inspirer, à rayonner, etc., qui sont les couleurs un petit peu du lion. Mais je porte aussi la blessure du lion, hein, le besoin de reconnaissance, etc. Et donc moi, mon axe d'incarnation, c'est d'aller vers le Verseau qui, lui, est dans l'amour inconditionnel, qui se connecte au collectif, au groupe, qui a plus besoin de montrer que lui, il est individuel, qu'il est original, qu'il est comme personne d'autre, etc. Mais qui, au contraire, voilà, il est dans l'amour inconditionnel, il est dans le partage. Il n'a pas besoin forcément d'être tout le temps reconnu dans ce qu'il fait, dans ce qu'il transmet, etc. Donc ça, c'est l'axe des nœuds. Donc là, j'ai pris le mien comme exemple, mais vous pouvez regarder où est votre nœud nord et d'où vous partez. Comme ça, vous allez comprendre avec quelle énergie vous vous êtes incarné, naturellement, comme bagage, et ensuite vers quelle énergie vous devez vous diriger pour votre axe d'incarnation, votre mission d'incarnation. Moi, j'aime pas trop le terme mission de vie, mais ça pourrait s'apparenter un petit peu à ça. Je voulais aussi vous parler de Chiron, donc Chiron qui est qui est là. Donc moi j'ai Chiron en Cancer. Le Chiron, c'est la constellation du guérisseur blessé, c'est-à-dire que c'est la blessure avec laquelle on s'est incarné, qu'on porte depuis plusieurs vies et qui est aussi souvent transmise dans nos lignées. C'est la blessure qu'on porte et que si on guérit, si on travaille sur ce sujet-là, ça va devenir notre force. Donc encore une fois, moi je donne mon exemple parce que ça vous permet un petit peu de comprendre. Moi j'ai Chiron en Cancer, donc à la base je me suis incarnée pas du tout connectée à l'énergie nourricière, pas trop connectée à cette énergie de la maman. J'étais anti-enfant, mais alors vraiment pas du tout à vouloir des enfants, etc. Et je suis allée travailler sur mon féminin, je me suis réouverte, j'ai travaillé sur l'ouverture de mon cœur, me reconnecter justement avec ma douceur, avec ma tendresse, etc. Avec cette énergie du cancer, hein, je l'ai fait avec des retraites, des stages, plein de choses, à travers des thérapies, des pratiques holistiques. Et maintenant que j'ai transmuté ça, eh bien, ce qui est assez drôle et ce qui ressort dans mon travail et dans tous les retours que j'ai des gens avec qui je travaille, ils me disent beaucoup que je porte cette énergie du cancer, de la douceur, de l'instinct maternel, de la protection, etc. Donc c'est vraiment rigolo parce que je suis passée d'un extrême à un autre. Et en fait, Chiron, c'est ça, c'est guérir la blessure pour que ça devienne notre super pouvoir. Donc ça c'est pour Chiron et Lilith, donc Lilith qui est la lune noire, je veux aussi terminer avec ça parce que ça reste quand même important, donc Lilith qui est là, c'est la petite lune grise barrée. Lilith c'est la lune noire, c'est celle qui a été bannie du jardin d'Éden, hein. Lilith qui était la première femme d'Adam et qui s'est rebellée, qui n'a pas voulu suivre ce qu'on lui avait dit à la lettre et donc elle a été bannie du jardin d'Éden. Et cette lune noire, ça incarne un petit peu justement notre karma négatif, c'est les bagages, les blessures un petit peu qu'on porte, donc pareil de nos vies passées, de nos lignées,
des choses qui peuvent être très difficiles pour nous et qu'on doit vraiment venir nettoyer en fait dans cette vie-là parce que on porte en fait cet héritage à l'intérieur de nous et ça fait partie de notre chemin d'évolution que d'arriver à transmuter ça. Donc moi j'ai Lilith en balance et je me suis incarnée vraiment avec une grande difficulté à poser mes besoins, à tellement me calquer en fait sur les besoins des autres, à ce que tout le monde m'aime, que je puisse plaire à tout le monde, que je me suis transformée en espèce de caméléon et que je n'étais même plus capable de savoir qui j'étais, je ne savais plus quels étaient mes besoins et j'ai été vraiment tombée justement dans cette ombre de la balance. De par justement cette lune noire qui moi, est dans ce signe-là. Donc ça nous donne aussi des indications sur le chemin qu'on a à faire, le travail de purification, les transmutations, etc. Et ça reste quand même très très intéressant à voir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé, que ça va vous permettre maintenant de voir un petit peu comment vous fonctionnez, etc. Donc encore une fois, c'est des bases, hein, j'ai vraiment essayé de vous donner l'essentiel qui pour moi était important. Donc moi je vous conseille vraiment, avant de vouloir acheter tous les livres d'astrologie, de faire toutes les formations, de déjà essayer de pratiquer, de vous approprier votre thème, de regarder les degrés. Si vous voulez, vous pouvez regarder aussi les transits dans le ciel, voir ce qui se passe quand la lune passe sur votre lune, quand Vénus se trouve sur votre Vénus ou opposée à d'autres signes dans votre thème. Déjà, amusez-vous un peu à faire ça. Vous pouvez faire aussi le thème de vos proches, de vos compagnons, etc. Parce que c'est très intéressant aussi de voir hein, quand on a une compagne ou un compagnon qui vient en fait activer ou corriger ou complémenter des clés qui se trouvent dans notre thème. C'est très très riche aussi de voir ça. Souvent d'ailleurs, je vous donne une petite astuce, pour que le couple fonctionne, il faut vraiment que la femme glorifie et reconnaisse la lune et le Mars de l'homme. Et l'homme, pour justement aussi que ça fonctionne bien, il faut vraiment reconnaître et honorer, glorifier la lune et la Vénus de la femme. Donc pour que vous compreniez, par exemple, moi j'ai ma lune en Lion et j'ai Vénus en Sagittaire, énergie feu. Et ben c'est très important pour moi que mon compagnon reconnaisse mon besoin de rayonner, d'inspirer, de porter les autres, etc. Donc à travers ma lune. Reconnaisse aussi ma blessure de manque d'amour et de reconnaissance parce que mine de rien je porte ça aussi et avec ma Vénus en Sagittaire il y a quand même un grand besoin d'explorer, d'être assez indépendante dans ma liberté, dans le besoin de pouvoir voyager, de pas être complètement enfermée et ça c'est des choses qui sont très importantes pour moi. Donc si mon compagnon reconnaît ça et soutient ça, alors c'est génial. Donc moi je vous invite à regarder les lunes et Verseau ou Mars de vos partenaires pour que ça puisse un petit peu vous aider aussi à voir comment faire perdurer votre couple. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter sur le groupe de la tribu, à faire vos retours, à nous partager vos prises de conscience, etc. On sera vraiment ravis. En tout cas, moi je vous souhaite une très belle exploration, de belles pratiques, de beaux approfondissements et à bientôt pour une prochaine vidéo.